Donc moi, je vais vous parler des aspects diagnostiques un peu généraux. On parle de dysplasie ventriculaire droite arythmogène. Maintenant, on devrait plutôt parler de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène. Mais comme ça fait 20 ans qu'on parle de dysplasie, je vais vous parler de DVDA parce que c'est difficile de changer les habitudes. Donc vous savez que c'est une cardiomyopathie héréditaire qui est rare, mais qui n'est pas si rare que ça, parce que quand on regarde dans les bases de données les variants pathogènes associés à la DVDA, on est sur une prévalence qui est aux alentours de 1 sur 1000. Donc finalement, ce n'est pas si rare que ça. Et comme vous le savez, sur le plan anatomopathologique, la maladie, elle est caractérisée par une infiltration fibroadipeuse du myocarde qui va commencer de l'épicarde puis aller vers l'endocarde. Donc on sait que c'est une cardiomyopathie d'origine héréditaire. Dans l'état actuel des choses, on arrive à identifier un variant pathogène dans environ 50% des familles. Donc ça veut dire qu'on a quand même un peu de travail à faire pour mieux connaître les causes génétiques. Mais dans la très très grande majorité des cas, on va retrouver des variants pathogènes dans les gènes qui codent les composants du desmosome cardiaque, donc cette structure qui permet l'adhésion intercellulaire forte des cellules. Et si on doit retenir un seul gène associé à la pathologie, c'est le gène PKP2 qui va représenter à peu près 70 à 80% des variants pathogènes retrouvés. Donc, dans la grande majorité, la maladie elle va se manifester sous une forme de cardiomyopathie isolée à transmission autosomique dominante avec une pénétrance qui est assez incomplète. Vous allez voir les données. Mais parfois, on peut être sur des formes syndromiques dans ce qu'on appelle un syndrome cutanéo-cardiaque où il y a des formes pédiatriques effectivement qui existent, qui va être le plus souvent associé à des formes cette fois-ci autosomiques récessives dans les gènes qui sont le gène de la desmoplaquine et le gène de la placoglobine. Et dans ces cas, on va avoir une cardiomyopathie arythmogène associée à des anomalies cutanées, donc caractéristiques par une kératodermie palmoplantaire, mais aussi par des anomalies du cheveu caractéristiques, ce qu'on appelle le cheveu laineux. Donc ça, ces formes sont quand même beaucoup plus rares. En tout cas, nous, dans les formes adultes, on les voit quasiment pas. Donc on sait qu'il y a une hétérogénéité génétique importante. Les grands types de mutations, c'est vraiment les mutations desmosomales. Mais on sait qu'on retrouve aussi dans des formes de cardiomyopathie arythmogène à prédominance droite également des gènes qui étaient plutôt associés habituellement aux cardiomyopathies dilatées, en particulier le gène de l'amine, le gène du phospholamban, également le gène TMEM43 qui est assez rare. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même un overlap clinique entre les formes droites dominantes arythmogènes, les formes gauches dominantes avant qui rentraient en fait dans la forme nosologique qu'on appelait la cardiopathie dilatée. Et on se rend compte quand même qu'il y a un overlap et une continuité en fait phénotypique entre ces différentes manifestations. Donc le diagnostic, il est compliqué. C'est sûr que dans le cadre des cardiomyopathies héréditaires, des maladies cardiaques héréditaires, c'est probablement la pathologie où le diagnostic est le plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un seul paramètre qui nous permet de faire le diagnostic et le diagnostic reste basé sur une évaluation multiparamétrique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des critères diagnostiques qui ont été, qui ont été proposés initialement dans les années 90, revus dans les années 2010. Et pour le moment, en tout cas, on reste sur ces critères. Il y a des dernières recommandations de l'ESC de 2023 qui sont parues et qui restent en termes de diagnostic sur ces critères de 2010. Donc les critères sont basés sur des critères morphologiques avec les anomalies du ventricule droit qu'on va identifier donc, dans les différentes modalités d'imagerie. Les anomalies de l'électrocardiogramme qui sont séparées en anomalies de dépolarisation et anomalies de repolarisation. Les arythmies ventriculaires qui proviennent du ventricule droit. Les caractéristiques anatomopathologiques qu'on n'a pas souvent, puisqu'on ne fait pas en pratique courante des biopsies, mais qui peut être utile en particulier dans les formes après une mort subite et quand on fait un diagnostic sur l'autopsie. Et puis l'histoire familiale avec des antécédents familiaux de cardiomyopathie du ventricule droit, antécédents de mort subite familiale chez des apparentés du premier degré à moins de 35 ans. Et puis, comme vous voyez, la génétique rentre comme un critère. Il n'y a pas beaucoup de pathologies. Il y a le QT long où effectivement la génétique rentre comme un critère, mais là, quand on retrouve un variant pathogène, ça va compter, en gros, vous allez voir 2 points pour le diagnostic. Et chose importante, c'est qu'aucun de ces critères
pris tout seul, permet de faire le diagnostic. Et en particulier, j'insiste sur les données d'imagerie, c'est-à-dire si vous avez une forme caractéristique, ou une forme évocatrice de DVDA à l'imagerie, mais qui n'a aucun autre critère, finalement, on reste sur un diagnostic qui est uniquement possible. Donc voici les critères. Je ne vais pas vous les détailler en détail parce qu'ils sont compliqués et puis je pense que personne ne les connaît par cœur. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que dans chacune des 6 catégories, quand il y a des anomalies, elles sont catégorisées en critères mineurs, en gros qui vaut 1 point, critères majeurs qui vaut 2 points, et en gros, il faut un score supérieur ou égal à 4 pour établir un diagnostic certain. Si vous avez un score supérieur à 3, c'est uniquement un diagnostic probable ou douteux. Autre caractéristique, ce qui fait que le diagnostic n'est pas toujours simple, c'est le caractère avec la pénétrance assez incomplète des mutations, en particulier desmosomales. Il y a un travail assez ancien, mais qui est toujours d'actualité, où ils ont regardé en fait la validité, la présence des critères diagnostiques chez les apparentés porteurs de mutations. Et vous voyez que un apparenté porteur de mutation n'a globalement, il y en a en gros que 33% qui a un diagnostic certain, indépendamment de la génétique, ce qui veut dire que la pénétrance est quand même assez faible. Elle dépend de l'âge, elle dépend du sexe, c'est-à-dire que les hommes ont plus de risques de développer la maladie que les femmes. Les femmes sont plus souvent transmettrices saines. Elle dépend de l'activité physique et puis aussi les patients qui sont porteurs de double mutation, c'est à peu près 5% des patients vont avoir aussi un peu plus de risques de développer la maladie. Donc ça, c'est un arbre que j'aime bien montrer pour caractériser vraiment cette histoire de pénétrance incomplète et montrer que ce n'est pas toujours simple de faire le diagnostic chez les apparentés. C'est une famille avec une mutation DSG2, un grand-père qui est porteur et qui va développer une forme grave qui va nécessiter une transplantation cardiaque. Il va transmettre la mutation à 2 de ses filles qui, elles, n'ont quasiment aucune manifestation phénotypique et une de ses filles qui va transmettre la mutation à un de ses fils qui, lui, va développer une forme grave qui va nécessiter une transplantation cardiaque à l'âge de 15 ans. Donc les mutations ne sautent pas, les variants ne sautent pas des générations, mais l'expression phénotypique peut clairement sauter des générations. Alors quand on parle de diagnostic, c'est important de voir les circonstances de diagnostic. Et si on doit retenir une circonstance de diagnostic, c'est vraiment les bilans de troubles du rythme ventriculaire. C'est vraiment le point d'appel numéro 1 chez les cas index. La détection d'extrasystole ou un bilan après une tachycardie ventriculaire ou après une mort subite récupérée, ce qui est quand même plus rare. Parfois, on peut avoir des diagnostics un peu fortuits sur un ECG anormal ou sur des anomalies morphologiques du ventricule droit identifiées de manière un peu fortuite. Et puis, maintenant, de plus en plus dans le cadre du bilan familial. Donc sur le plan des anomalies morphologiques, je ne vais pas aller trop dans le détail parce qu'après il y a un topo qui va aller un peu plus dans le détail, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des anomalies du ventricule droit qui associent une dilatation et ou une dysfonction ventriculaire droite à un trouble de cinétique segmentaire qui doit être au moins une akinésie. C'est-à-dire que s'il y a une dilatation ou une dysfonction ventriculaire droite mais sans trouble de cinétique segmentaire, ce n'est pas considéré comme un critère. Et de la même manière, si vous avez un trouble de cinétique segmentaire mais sans dilatation significative ou dysfonction ventriculaire droite significative, ce n'est pas considéré comme un critère. Ce qui explique aussi que ce critère manque un peu aussi de sensibilité, en particulier dans le dépistage des apparentés. Donc parfois, comme il faut vraiment analyser la cinétique, l'échographie, clairement, est un examen qui est bon, mais qui n'est pas forcément le meilleur, en particulier au niveau des phases assez précoces. Pour aider, nous, ce qu'on peut faire parfois, c'est qu'on utilise l'échographie de contraste, qui permet parfois de mieux identifier, visualiser la cinétique du ventricule droit, et parfois peut permettre, en particulier quand l'échogénicité n'est pas terrible, d'améliorer un petit peu le diagnostic. Donc si on doit retenir un examen qui permet le diagnostic non invasif, c'est l'IRM, c'est le gold standard. Globalement, les anomalies qu'on va identifier en IRM sont les mêmes que celles en échographie, et les critères sont globalement les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut la présence d'une dilatation et ou une dysfonction ventriculaire droite associée à un trouble de cinétique segmentaire qui peut être une akinésie ou une dyskinésie. D'où effectivement la nécessité d'avoir vraiment des modalités d'imagerie vraiment spécifiques pour l'analyse du ventricule droit. Il peut être important aussi d'analyser le ventricule gauche. L'atteinte ventriculaire gauche est vraiment pas rare, en particulier la présence de rehaussement tardif du ventriculaire gauche sous-épicardique qu'on va retrouver dans à peu près 70% des cas.
Donc là, c'est un autre exemple, une mutation DSG2 qui donne plus souvent d'ailleurs des formes biventriculaires. Et vous voyez clairement dans cet exemple-là du rehaussement tardif sous-épicardique qui a 10 ans été interprété comme des séquelles de myocardite associées. En fait, on sait maintenant que ça rentre vraiment dans les manifestations phénotypiques de ces mutations desmosomales, y compris les mutations PKP2. On sait que l'imagerie a des limites. Quand on compare en particulier les données d'imagerie aux cartes électroanatomiques que nous on fait quand on fait des ablations, on peut parfois retrouver des zones de cicatrices, mais qui en fait ne sont pas visualisées avec la présence de rehaussement tardif. Donc c'est en particulier quand un patient vient pour des troubles du rythme du ventricule droit et en particulier une ablation de ESV du ventricule droit, c'est important de faire une cartographie complète et en particulier pour regarder s'il y a des zones de cicatrices parfois qui peuvent passer inaperçues sur l'imagerie non invasive. Le scanner, alors nous à la Pitié on est très scanner. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un examen qui parfois permet de redresser des diagnostics ou d'éliminer des diagnostics différentiels dans des formes un petit peu douteuses. On sait que parfois l'imagerie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et ça permet d'identifier la graisse intramyocardique et de bien identifier, en tout cas de bien regarder la cinétique segmentaire du ventricule droit, en particulier sur les séquences 4D ciné. Donc c'est vrai que nous, on aime bien le scanner. Et parfois, ça permet aussi de redresser des diagnostics différentiels. C'est pas rare qu'on retrouve une CIA ou un RVPA qu'on n'avait pas vu d'autres manières. L'angiographie du ventricule droit, je vais passer très vite, c'est un examen qui est considéré toujours un peu comme le gold standard, mais qui finalement est abandonné au profit des imageries non invasives, et en particulier, en tout cas nous, chez nous, à la Pitié, le scanner. L'électrocardiogramme, donc il y a deux catégories de critères. Il y a les anomalies de dépolarisation qui sont caractérisées par qui témoignent en fait des infiltrations fibroadipeuses au niveau du ventricule droit. Donc ça peut être uniquement sous la forme d'un bloc pariétal, c'est-à-dire un allongement de la durée de la fin du QRS au niveau des dérivations V1, V2, ou prendre carrément la forme d'une onde d'epsilon qu'on connaît bien. Là, vous voyez, on la voit bien, la onde d'epsilon, mais parfois c'est juste aussi discret que ce petit ralentissement de la fin du QRS. Parfois, les patients peuvent présenter ce que moi j'appelle un peu des blocs droits atypiques, c'est-à-dire des blocs droits qui ne font pas physiologiques. Et ça, finalement, c'est pas si rare que ça, en fait, quand on regarde les différences de CG des patients qui ont des dysplasies. Parfois, ils ont ces espèces de blocs droits un petit peu atypiques, mais sans vraiment des critères stricts d'anomalie de dépolarisation. Le CG à haute amplification, je pense que c'est la dernière indication où il y a encore une indication à faire un ECG haute amplification. Ça reste quand même dans les critères. À un moment donné, il y avait pas mal de gens qui envisageaient de l'éliminer en fait des critères, et puis il y a eu des publications qui ont remontré l'intérêt diagnostique, l'intérêt pronostic de l'ECG à haute amplification. Donc dans les discussions qu'on a à l'heure actuelle, je ne pense pas que l'ECG à haute amplification va disparaître parce qu'il y a des données récentes qui montrent que ça peut être intéressant. Enfin, il faut avouer quand même que l'ECG à haute amplification, c'est pas très spécifique en termes de critères, mais si vous avez ça peut ajouter un critère mineur. Les troubles de repolarisation, en gros, sont déterminés par des ondes T négatives dans les dérivations précordiales droites. En gros, si vous avez des ondes T négatives au-delà de V2, ça rentre dans un critère majeur. Si c'est uniquement V1, V2, c'est un critère mineur. Il faut savoir que les anomalies de repolarisation et les anomalies de dépolarisation semblent complètement décorrélées. On a essayé de voir s'il y avait une corrélation entre les deux. Sincèrement, on a l'impression que il n'y avait pas vraiment de logique pour savoir qui a des anomalies de dépolarisation, qui a des anomalies de repolarisation. Donc c'est vraiment deux critères additionnels en fait. Les troubles du rythme ventriculaire, donc ça peut être soit des extrasystoles ventriculaires, soit des tachycardies ventriculaires. On considère que c'est un critère si c'est à plus de 500 par 24 heures. Dans les critères de la task force, il n'y a pas sur les ESV le critère de morphologie. Je pense que c'est une erreur parce qu'il faut quand même que ce soit des ESV qui proviennent du ventricule droit, donc qui sont à retard gauche. Donc en tout cas, nous, on en tient compte. Ce qui est assez évocateur en termes de diagnostic, c'est le côté multifocal, polymorphe des ESV monomorphes
morphe infundibulaire sur cœur sain, normalement, il n'y a qu'une morphologie. S'il y a plusieurs morphologies, ça témoigne qu'il y a quand même une pathologie du myocarde ventriculaire sous-jacent. Donc, c'est quand même important de regarder la morphologie des extrasystoles ventriculaires. Et en particulier, les morphologies sous-tricuspides sont quand même plus évocatrices. Donc, c'est important de regarder vraiment l'ECG à 12 dérivations pour identifier ces morphologies d'extrasystoles. Les tachycardies ventriculaires, donc elles sont dans la très grande majorité des cas monomorphes et à type de retard gauche, en particulier donc soit à axe inférieur, soit à axe supérieur. Si c'est à axe supérieur, c'est un critère majeur. Parfois, peut y avoir des formes avec des morphologies à type de retard droit, plutôt dans les formes biventriculaires, où parfois les patients ils ont un ventricule droit qui est tellement énorme que du coup, ça peut donner un peu des morphologies un peu de retard droit. Donc, faut faire un peu attention. Mais globalement, il faut retenir que c'est des TV de retard gauche qui sont favorisés par la stimulation adrénergique, et en particulier le test à l'Isuprel peut permettre de déclencher ces troubles du rythme. Alors nous, on ne le fait pas de manière systématique, mais voilà, s'il y a un doute diagnostic, ça peut être un test intéressant. Ce qui peut être important aussi de regarder, c'est en termes de morphologie, c'est sur le type, la morphologie des extrasystoles ou des tachycardies ventriculaires, pour faire la différence, en particulier avec des tachycardies ventriculaires infundibulaires sur cœur sain. Dans les TV ou les ESV sur cardiomyopathie, on se retrouve avec des QRS en TV ou en ESV qui sont plus larges, qui sont plus fragmentés et avec des transitions qui sont plus tardives. Donc, c'est des petits critères qui ne sont pas dans les critères de la task force, mais qui peuvent également orientés plutôt vers des troubles du rythme sur cardiomyopathie ou des troubles du rythme sur cœur sain. La fibrillation ventriculaire, c'est très rare. Moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Voilà, là, je vous ai mis un enregistrement d'un patient qui est décédé alors qu'il avait un Holter, et vous voyez qu'il a une ESV qui finalement a un couplage pas si court et qui déclenche une fibrillation ventriculaire, mais ça reste, à mon sens, vraiment quelque chose de rare. Donc, si on doit parler des diagnostics, il faut parler des diagnostics différentiels. On a parlé des ESV et TV infundibulaires bénignes sur cœur sain. C'est vrai que c'est une des priorités, c'est savoir en fait quand on a des troubles du rythme, est-ce que c'est sur cardiomyopathie droite ou sur cœur sain. D'où l'intérêt effectivement des autres critères et en particulier de l'imagerie. Il y a effectivement la myocardite, mais je vais vous montrer que la myocardite, est-ce que c'est vraiment un diagnostic différentiel ou un mode de révélation de la maladie? On peut discuter. La sarcoïdose cardiaque, je pense que ça fait vraiment partie des diagnostics différentiels à envisager. Et un des critères assez, je trouve suggestif pour faire la différence entre une DVDA et une sarcoïdose, c'est l'atteinte septale. L'atteinte septale est exceptionnelle, en tout cas très rare dans la DVDA. Dans la sarcoïdose, elle est extrêmement fréquente, donc ça peut faire partie. Des choses qui peuvent être utiles. Les VD dilatés sur cœur de sportifs, ça c'est toujours un gros problème, surtout les sportifs qui viennent avec des VD dilatés et des troubles du rythme ventriculaire. Et puis, il ne faut pas passer évidemment à côté des pathologies de surcharge de ventricule droit. Et je peux vous garantir que parfois, on passe, nous, régulièrement, on a des patients qui nous sont adressés pour suspicion de DVDA. Et en fait, ça peut être une CIA qui est complètement passée inaperçue. Et puis les formes frontières avec les CMD ou les TV catécholergiques avec les anomalies du ventricule droit. Donc maintenant, en fait, on se retrouve avec une espèce de continuum, avec ce qu'on appelle avant la DVDA, mais avec des formes droites dominantes, des formes biventriculaires, des formes gauche dominantes qui rentrent plutôt dans le spectre phénotypique de la cardiopathie dilatée, mais qui sont quand même importantes à identifier. Et je voulais juste, je pense que Diala va un peu plus en parler, mais apporter votre attention sur ce mode de diagnostic qui est rare, mais sur lequel je pense qu'il ne faut pas passer à côté, qui est le mode de révélation par une myocardite aiguë, en particulier chez les sujets jeunes. Il y a des cardiomyopathies du ventricule droit, du ventricule gauche, qui peuvent être révélées par des formes de myocardite. Et c'est un travail qu'on avait fait quand c'est des myocardites associées à des anomalies du ventricule droit ou des troubles du rythme ventriculaire. On avait en gros 50% de mutations desmosomales, donc c'est important. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'une femme de 25 ans qui avait des épisodes de myocardite à répétition avec une forme en imagerie qui était plutôt biventriculaire et elle était porteuse d'un variant pathogène dans le gène DSP.
Pour terminer, les formes de cardiomyopathie à prédominance gauche, qui étaient beaucoup identifiées un peu comme des séquelles de myocardite il y a encore quelques années. Maintenant, on sait bien que c'est des cardiomyopathies qui peuvent être héréditaires. Donc, c'est des cardiomyopathies avec du rehaussement tardif au niveau du ventricule gauche, des anomalies de repolarisation, des troubles du rythme ventriculaire. Et quand on fait des tests génétiques, on identifie souvent des variants, en particulier dans les gènes du desmosome, en particulier desmoplaskin, mais pas que. Ça peut être les gènes de la filamine, du phospholamban. Donc c'est important, ces patients-là, de les adresser pour tests génétiques. Il y a des critères qui ont été proposés pour la cardiomyopathie du ventricule gauche, qui sont les critères de Padoue, qui sont pour le moment pas vraiment validés, mais qui sont basés quand même beaucoup sur l'IRM et la présence en particulier d'anomalies structurelles et de rehaussement tardif au niveau du ventricule gauche. Voilà, je pense que c'est des choses qu'on utilise un peu en pratique courante. Ils ne sont pas du tout validés, par exemple, dans les dernières recommandations de l'ESC sur les cardiomyopathies, mais ça peut aider un petit peu. Donc en conclusion, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le diagnostic il est difficile, en particulier dans les formes un peu frustres. Et donc il faut vraiment faire une évaluation multiparamétrique avec un bilan complet qui inclut vraiment l'IRM au minimum, le Holter, et nous on fait assez volontiers un test d'effort, plus le CG, etc. Il n'y a aucun critère spécifique qui doit être pris de manière isolée permet de faire le diagnostic, y compris morphologique. Attention aux formes qui sont révélées par les myocardites. Je pense qu'il faut vraiment y faire attention. Et puis, il peut y avoir un intérêt quand même du bilan familial et éventuellement de la génétique dans les formes probables sur lesquelles on n'a pas tous les critères. Mais si on trouve une mutation, à ce moment-là, on arrive sur un diagnostic certain. Voilà, je vous remercie.